5h47 du matin. Détroit d'Ormuz. 3 destroyers de la marine américaine franchissent le point le plus stratégiquement dangereux de la planète. Pas 50 miles d'océan ouvert, pas la mer d'Arabie avec sa marge de manœuvre, mais 21 miles d'eau, à peine. Moins que la distance d'un bout à l'autre de Londres. Sur la côte nord, des batteries côtières iraniennes. Sur le flanc sud, des îles sous contrôle iranien. Et chaque jour, 20% des exportations mondiales de pétrole transitent par ce même couloir. L'USS Rafael Peralta, l'USS Milius et l'USS John Finn progressent en ce moment même vers l'ouest à 28 nœuds en formation décalée, chaque bâtiment séparé du suivant par 1 mile et 8 dixièmes. Leur radar SPY-6 balaie l'horizon à 360 degrés sans interruption. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du détroit d'Ormuz. Son étroitesse n'est pas qu'un simple fait géographique, c'est une arme tactique en soi. Chaque navire qui le traverse passe l'intégralité de son transit à portée des batteries de missiles côtières iraniennes. Il n'existe pas de couloir sûr. Il n'existe pas d'approche qui vous maintienne hors de la zone de menace. Vous entrez dans le détroit et vous êtes sous la menace jusqu'à ce que vous en sortiez. Les Iraniens le savent depuis 40 ans et ont passé 40 ans à construire des armes spécifiquement conçues pour exploiter cette géographie. À 5h47, ces armes sont déjà en cours de préparation au tir. À 5h48, le radar SPY-6 de l'USS Rafael Peralta capte la signature d'un lancement. Une trace, puis 2, puis 3 autres, en succession rapide, depuis 3 positions différentes le long du littoral iranien. 6 au total, toutes balistiques, toutes en montée rapide. Toutes pointées vers le même couloir de 21 miles, où 3 destroyers américains sont en transit à 28 nœuds. Ce n'est pas un exercice. Les contacts identifiés sont des missiles balistiques Khorramshahr 4, l'arme la plus avancée et la plus puissante de tout l'arsenal iranien, et paradoxalement celle qui fait l'objet du moins d'analyses dans la presse occidentale. Il faut comprendre ce missile, car c'est la seule façon de comprendre ce qui va suivre. Le Khorramshahr 4 tire son nom d'une ville iranienne dévastée pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. L'Iran a perdu cette ville, l'a reconstruite, et a donné son nom à son missile le plus meurtrier. Ce n'est pas un hasard. C'est une arme construite autant à partir du deuil national que de l'ingénierie. Il mesure 13 mètres de haut, se lance depuis une plateforme mobile sur châssis de camion capable de changer de position en moins de 45 minutes et emporte une ogive pesant entre 1500 et 1800 kg. Pour le dire concrètement, cette ogive est plus lourde qu'un Land Rover Defender en pleine charge. Et elle frappe à moins de 30 mètres de sa cible depuis 2000 km de distance. L'Iran n'a pas seulement construit un missile, il a construit une déclaration. Ce qui rend le Khorramshahr 4 véritablement difficile à intercepter n'est pas son ogive, c'est ce qui se produit en fin de trajectoire. L'ogive se sépare du corps du missile pendant la phase terminale et rentre dans l'atmosphère de manière indépendante. À ce stade, elle effectue des manœuvres, apportant de petites corrections de trajectoire qui invalident toute solution d'interception construite pendant la phase médiane. Le système Aegis doit reconstruire sa solution d'engagement pratiquement de zéro au moment de la séparation de l'ogive, et il ne dispose que de quelques secondes pour le faire. 6 de ces missiles sont en approche en ce moment même. La situation tactique au sein du centre d'information de combat du Rafael Peralta à 5h49 se présente ainsi. 6 traces balistiques, en phase terminale, toutes convergeant vers la formation des 3 destroyers depuis 3 positions différentes le long de la côte iranienne, 2 missiles ciblant le Peralta, 2 le Milius, 2 le John Finn. Cette répartition n'est pas accidentelle. L'Iran a délibérément distribué ces 6 missiles sur 3 navires pour diviser les feux défensifs de la formation. Si les 6 avaient ciblé un seul navire, ce bâtiment aurait fait face à une menace écrasante, mais les 2 autres auraient pu contribuer leurs intercepteurs à sa défense. En les répartissant sur 3 navires, chaque bâtiment se défend seul. C'est le calcul qu'a fait l'Iran. Diviser la défense, submerger chaque navire individuellement. L'officier d'action tactique du Peralta ordonne le tir libre à 5h49.
et la formation passe simultanément en posture d'engagement total. C'est ici que le radar SPY-6 mérite sa réputation. Le système embarqué sur ces 3 destroyers de 3e génération n'est pas le même radar que celui des anciens bâtiments de classe Burke. Le SPY-6 est 30 fois plus sensible que le Spy-1 de génération précédente qui a équipé les destroyers de la marine pendant des décennies. 30 fois! Il détecte un véhicule de rentrée atmosphérique de la taille d'un ballon de basket à plus de 400 km. Il peut pister plus de 30 fois le nombre de cibles simultanées de son prédécesseur. L'Iran a tiré sur des navires capables de voir ses missiles venir avant même que les lanceurs n'aient achevé leur séquence d'allumage. Cette sensibilité radar est la première ligne de défense avant qu'un seul intercepteur ne quitte son tube. Les premiers missiles intercepteurs SM-3 se lancent des 3 navires à 5h49. Pas séquentiellement, simultanément. Les 3 destroyers tirant sur leurs menaces respectives au même instant. Le système de capacité d'engagement coopératif relie les 3 navires en une image tactique partagée unique, de sorte que les données radar du Peralta alimentent le contrôle de tir du Milius et les données radar du Finn alimentent les solutions du Peralta. 3 navires, un seul cerveau. C'est ce qui distingue une formation moderne de la marine américaine d'un simple regroupement de bâtiments de guerre individuels. Ils ne combattent pas séparément. Ils combattent comme un seul. En cet instant, à 5h49, 6 missiles en approche, 3 navires en engagement simultané. Si vous étiez l'officier d'action tactique à bord de l'USS Milius, observant 2 véhicules de rentrée Khorramshahr se séparer de leurs étages propulseurs et amorcer leur manœuvre terminale, quelle serait votre décision? 2 intercepteurs pour chacun, ou 3 sur le premier et 1 sur le second? Donnez votre réponse en commentaire, car c'est exactement la décision que ces équipages doivent prendre en temps réel, sans aucun bouton pause. Le SM-3 est un intercepteur de phase médiane. Sa mission est de trouver le missile pendant qu'il est encore dans l'espace au-dessus de l'atmosphère, avant la séparation de l'ogive et le début des manœuvres. Le SM-3 Bloc 2 vole à Mach 13,5, plus vite que la menace. Il ne transporte pas d'ogive explosive. Il détruit par impact direct. Un véhicule tueur de la taille d'une grande boîte de café percutant un missile balistique à des vitesses de fermeture dépassant Mach 15. La physique était brutale. Et la marge d'erreur se mesure en mètres. À 5h50, les premières destructions sont enregistrées. Le premier SM-3 du Peralta trouve la trace de tête à altitude, et le véhicule tueur connecte proprement. L'étage propulseur et l'ogive du missile se désintègrent au-dessus de l'atmosphère, et le champ de débris tombe inoffensivement dans le golfe d'Oman, loin de la formation. Première trace neutralisée. Le deuxième M3 du Peralta monte déjà vers la 2e trace. Le Milius obtient également une destruction nette sur sa première cible à 5h50. Le SM-3 trouve le véhicule de rentrée en phase médiane avant la séparation. 2 sur 6. Le premier SM-3 du John Finn rate sa cible. La manœuvre de phase médiane du Khorramshahr 4 s'exécute exactement au moment où l'intercepteur atteint sa position assignée, l'ogive se décalant de 200 mètres latéralement en 0,4 secondes et le SM-3 explosant dans le vide. Le Finn tire immédiatement à nouveau. Le second SM-3 monte vers une trace qui a désormais achevé sa correction de mi-parcours et s'est engagé dans son approche terminale. À 5h51, l'ogive se sépare sur la trace ciblant le Finn. C'est désormais un véhicule de rentrée maniable en vol libre à environ 24 000 mètres d'altitude, descendant à Mach 12 en effectuant de petites corrections que le système de conduite de tir du Finn traque et actualise en temps réel. Le SM-3 n'est plus l'outil approprié. L'ogive est maintenant dans l'atmosphère, et le SM-3 a été conçu pour évoluer au-dessus d'elle. Le Finn bascule sur le SM-6. C'est la transition que chaque équipage de destroyer s'entraîne à effectuer et espère ne jamais avoir à exécuter réellement. Le moment où la couche d'interception en phase médiane a échoué et où il ne reste plus que la couche terminale. Le SM-6 est un animal fondamentalement différent du SEM-3. Là où le SM-3 tue par impact dans l'espace, le SEM-6 utilise un chercheur actif qui se fixe sur la cible en phase terminale, se guide lui-même pendant les dernières secondes de l'engagement
et fait exploser une ogive à proximité lorsqu'il s'en approche suffisamment. Le SM-6 peut engager des cibles sous l'atmosphère que le SM-3 ne peut pas atteindre. C'est le dernier intercepteur sérieux avant le système d'armes à courte portée. Le SM-6 se lance du Finn à 5h51, montant durement vers l'enveloppe d'engagement terminal. Le véhicule de rentrée descend à Mach 12, la géométrie de fermeture se construisant vers un point d'interception unique, quelque part au-dessus du détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, la deuxième trace du Peralta, celle vers laquelle montait son second SM-3, complète également sa séparation d'ogive à 5h51. Le Peralta bascule lui aussi sur le SM-6. 2 intercepteurs SM-6 désormais en vol dans la formation, dans la fenêtre d'engagement terminale, simultanément. La deuxième trace du Milius est traitée proprement par son second SM-3 avant la séparation. 3 des 6 missiles sont confirmés détruits. Le quatrième, ciblant le Milius, sépare son ogive à 5h51 et le Milius bascule également sur le SM-6. 3 navires, 3 engagements terminaux simultanés. Tous les systèmes d'armes à courte portée de la formation se mettent en action comme dernière couche de défense. Le SM-6 du Peralta trouve son véhicule de rentrée à 5h52, à environ 3600 mètres. Détonation de proximité. L'ogive s'amorce sur impact fragmentaire, une initiation partielle. L'énergie du souffle se dispersant de façon asymétrique, plutôt que dans la géométrie perpendiculaire complète qu'un impact direct produirait. Le champ de débris descend vers l'eau. Le Peralta absorbe une onde de pression provenant de la détonation partielle de l'ogive à environ 2700 mètres au-dessus du pont d'envol. Suffisant pour renverser des membres d'équipage en positions exposées, mais pas l'impact direct catastrophique que le Khorramshahr 4 était conçu pour infliger. Le Peralta est endommagé. Le Peralta est opérationnel. Le SM-6 du Milius neutralise proprement sa cible terminale à 5h52. Détonation directe de proximité. 5 des 6 missiles détruits ou neutralisés. Le SM-6 du John Finn rate sa cible. Le véhicule de rentrée effectue une correction finale d'1,4 degré dans les derniers 1200 mètres, le déplaçant hors du rayon de fragmentation létale du SM-6 de 6 mètres seulement. 6 mètres. Le système d'armes à courte portée s'active comme dernière couche défensive, pistant un véhicule de rentrée à Mach 12 à environ 900 mètres avec 8 secondes avant impact. Le système tire à 5h52. La Rafale trouve le véhicule de rentrée à environ 550 mètres et amorce l'ogive par impact de contact. Pas une détonation aérienne propre. Une initiation par contact à 550 mètres au-dessus du pont d'envol du Finn. Ogive complète. 550 mètres. L'onde de souffle frappe simultanément le pont et l'îlot du Finn. 14 membres d'équipage hors de combat. Le pont d'envol avant déformé sur une section de 6 mètres. Le réseau d'antennes avant de l'îlot endommagé. 2 incendies démarrent dans le compartiment avant à cause de pannes électriques provoquées par la flexion structurelle. Le John Finn est touché. Le John Finn combat toujours. À 5h53, le détroit d'Ormuz est silencieux pour la première fois depuis 5h48. 5 minutes et 6 missiles. Une détonation partielle au-dessus du Peralta. Un impact direct sur le Finn. 4 destructions nettes. La formation est endommagée et la formation tient. Voici maintenant la partie de cet engagement que les commandants iraniens n'avaient pas prévue. Le Khorramshahr 4 se lance depuis un lanceur érecteur transporteur mobile, essentiellement un camion lourd. La force de ce système est sa mobilité. L'Iran peut déplacer le lanceur, l'installer, tirer et se repositionner en moins de 45 minutes. Le raisonnement est que cela rend le lanceur pratiquement impossible à cibler. Lorsqu'une réponse arrive, le camion s'est déplacé. Ce que l'Iran n'a pas suffisamment pris en compte est la capacité de collecte passive d'émissions du radar SPY-6. Dès l'instant où le premier Khorramshahr 4 a allumé son moteur à 5h47, les 3 destroyers collectaient passivement la signature électromagnétique de chaque lanceur qui tirait. Les signaux de calibration avant lancement, la poignée de main du système de guidage, le profil d'émission spécifique d'une séquence de lancement Khorramshahr 4 qui se distingue de tout autre missile dans l'inventaire iranien.
À 5h49, 2 minutes après le premier lancement, la formation avait fixé les 6 positions de lancement à moins de 14 mètres près, la fenêtre de repositionnement de 45 minutes et la protection du lanceur. Le temps de vol d'un missile de croisière Tomahawk depuis un destroyer dans le détroit jusqu'à une position de lancement côtière à 140 km à l'intérieur des terres est d'environ 11 minutes. Les lanceurs avaient 45 minutes. Les Tomahawks n'en avaient besoin que de 11. À 5h53, les 6 positions de lancement ont reçu des frappes Tomahawk simultanées, autorisées au moment où la formation a confirmé que le dernier missile avait impacté sa cible ou avait été détruit. 48 Tomahawks au total, 8 par position. Les lanceurs n'avaient pas achevé leur repositionnement lorsque les premiers Tomahawks sont arrivés à 6h04. Les 6 positions ont été confirmées détruites à 6h09. Voici l'analyse. Le plan iranien sur le papier était solide. 6 missiles répartis sur 3 navires pour diviser les feux défensifs. Le véhicule de rentrée maniable du Khorramshahr 4 pour complexifier les solutions d'interception. Le lanceur mobile pour compliquer les représailles. 3 éléments travaillant ensemble vers un seul résultat. Au moins un missile touchant chaque navire. Cela a failli fonctionner. Un missile a touché le Finn directement. Un a détonné suffisamment près du Peralta pour causer de réels dommages. 4 ont été détruits proprement. Ce que l'Iran a sous-estimé, c'était la capacité du radar SPY-6 à pister 6 traces balistiques simultanées sur 3 navires et à partager cette image en temps réel grâce au système de capacité d'engagement coopératif. L'ancien radar Spion, qui équipait les destroyers pendant des décennies, n'aurait pas pu accomplir ce que ces 3 navires ont fait à 5h49. La mise à niveau du Spion vers le SPY-6, 30 fois plus sensible, 30 fois plus de cibles simultanées, et la capacité spécifique qui a empêché 4 des 6 missiles, Khorramshahr 4, d'atteindre leur cible. 2 ont passé. 2 navires endommagés, les 2 opérationnels. Les 6 lanceurs qui ont tiré ces missiles n'existaient plus à 6h09. L'Iran a passé des années à développer le Khorramshahr 4 comme une arme spécifiquement conçue pour vaincre les systèmes de défense antimissiles occidentaux. Le véhicule de rentrée maniable, l'ogive lourde, le lanceur mobile, tout cela conçu autour d'une intuition, que la saturation et la maniabilité combinées pourraient submerger n'importe quelle défense. Dans cet engagement contre ces 3 navires avec ce radar, cette intuition était partiellement juste. 2 missiles sur 6 ont atteint leur cible. Un taux de pénétration de 33% contre l'une des formations de guerre de surface les plus avancées au monde. La question est de savoir si l'Iran considère cela comme un succès ou comme une leçon. Donnez votre analyse en commentaire.